Bonjour et bienvenue, chers auditeurs de M7 TV, et ravi de vous accueillir sur ce plateau spécial consacré à l'invité de la rédaction. Nous aborderons l'actualité phare de cette semaine, les accidents de circulation. En affiche prioritaire, l'accident survenu à Kaolack faisant état de 39 morts. Les routes de la mort entre irresponsabilité et fatalité. En deuxième partie, nous évoquerons également les 22 mesures d'urgence qui ont été prises au Conseil interministériel de Diamniadio hier pour lutter contre les accidents de circulation. Et enfin, nous parlerons du service Salam et son prototype ou sa politique sécuritaire, puisque c'est ce dont il s'agit dans cette rubrique consacrée à l'invité de la rédaction. Pour aborder ces points, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Ibrahima Silla. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de M7 TV. Et merci de m'avoir invité malheureusement dans ces circonstances. Et vous êtes le fondateur de Salam Transport et nous allons aborder la première question, c'est la situation de la recrudescence des accidents de circulation. Aujourd'hui, nous parlons de 39 morts dans l'accident et au niveau du village de Sikilo, un chiffre craintif, record en un seul jour. Comment avez-vous vécu cet événement ? Je l'ai vécu comme tous les Sénégalais, donc c'est vraiment douloureux. Faut pas oublier que ça reste des compatriotes, des frères, des sœurs, des parents. Et voilà, donc on a tous été affectés, d'où les 3 jours de deuil national. Donc c'est vraiment une catastrophe de grande ampleur. Et je pense qu'on s'en est tous rendu compte. Après tout à l'heure, voilà, je vous ai entendu un petit peu parler de chiffres, 39. Faut pas oublier qu'il y a eu des blessés, qui seront touchés psychologiquement aussi, il faut pas l'oublier. Et pour moi, un seul mort, ça ne doit pas arriver. Donc c'est vrai qu'on joue beaucoup sur les chiffres 39, c'est catastrophique. Mais pour moi, un seul mort ne devrait pas arriver sur nos routes, tout simplement. Vous parlez de mort, c'est une fatalité qui nous ramène à ce siècle dans un Sénégal où la recrudescence, ou la récurrence même des accidents est la reine-mère. Où est-ce qu'on a failli exactement ? Bon, c'est pas une faille. Moi, je pense plus que c'est malheureusement, c'est malheureux à le dire, hein. C'est des mœurs. C'est des mœurs, c'est une mentalité, c'est une indiscipline. Des habitudes ? Des habitudes, une indiscipline de notre part. Hein. Et je m'inclus dedans également. Hein. Je suis pas là... voilà, retour de tout reproche. Non, je m'inclus dedans. C'est triste. Et voilà, donc après, c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt l'État, les transporteurs, les citoyens. Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau, il faut arrêter de pointer du doigt sur un tel. Chaque personne a sa part de responsabilité. Et ça, il faut que les gens le sachent. Vous parliez de responsabilité et cela nous ramène à les situer forcément. Concernant ce qui vient d'arriver à Kaolack, qui n'est pas des moindres. Si nous savons que 700 personnes meurent sur les accidents de circulation au Sénégal chaque année. Vous parlez de chiffres, moi je vous parle d'un fait qui est encore plus grave que ça. On nous dit qu'apparemment au Sénégal, le nombre de morts sur la route, c'est plus élevé que le nombre de morts naturelles. Donc je pense que ça résume ce que vous dites. Hein. Vous parlez de chiffres, moi je vous parle d'une globalité. C'est pas une fierté. Au contraire, c'est vraiment... On doit tous se remettre en cause, tous se remettre en question, que ce soit les citoyens, les transporteurs, que je suis également, l'État, tout le monde. Et quand je dis qu'on est tous liés, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Tout à l'heure, on parlait des routes. Les routes, c'est lié à qui ? C'est lié à l'État. Et concrètement, si on pouvait situer les responsabilités. Je vais décrire, on peut pas tout décrire en une émission, mais je vais un petit peu cibler quelques-uns. Premièrement, par exemple, on parle des routes. Oui. Ça, c'est matériel. C'est matériel, c'est l'État. Ouais. L'État sait que les routes ne sont pas, comment dire ça, les routes ne sont pas éclairées. Les routes ne sont pas élargies. Il ne faut pas oublier qu'on roule sur les départementales. C'est des bus qui mesurent un certain nombre de tailles. Donc, vous imaginez des bus comme ça sur les départementales. Dans des pays étrangers, ça n'existe pas. Donc, déjà, l'État a un rôle à jouer sur les routes, parce que c'est eux qui sont légiférés à ça. On paye les impôts pour ça. Les routes ne sont pas éclairées. Donc, l'État a sa responsabilité. Quand on entend que c'est un pneu qui a créé ça, c'est les transporteurs
ou le transporteur ou la société de transport qui est la cause de ça. Donc déjà, les deux ont responsabilité. Et là où je parle des citoyens, c'est que c'est les citoyens aussi qui empruntent ce genre de transport. Parce que si un citoyen aujourd'hui, lambda, s'est dit que je ne monte pas dans ce bus-là ne va pas rouler. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est tous les trois en fait dans le même bateau et on est tous liés par le même problème, malheureusement. Et si cela nous ramène au facteur humain, que pouvez-vous nous dire des usagers qui empruntent la voie, hormis la responsabilité de l'État? Parce qu'on sait que la responsabilité étatique se mesure à ces décisions qu'on a prises. On y revient dans la deuxième partie. Mais aujourd'hui, que pouvez-vous nous parler du facteur humain? Le facteur humain, je veux dire... Les conducteurs, généralement. Non, mais au-delà du conducteur, au-delà des gens, parce que comme je vous dis, c'est les mœurs. Donc il faut changer les mentalités. Aujourd'hui, moi je vous dis la vérité, si les 39 morts qu'il y a eu là aujourd'hui n'ont pas levé les consciences des Sénégalais, je pense qu'on ne peut plus rien faire pour nous. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quel sursaut de conscience? C'est pas les accidents, c'est pas les gens amputés. C'est la fatalité que je parlais tout à l'heure. C'est la fatalité que je parlais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais, c'est la fatalité. Là aujourd'hui, c'est pas des blessés avec des pansements Hello Kitty. Là, on parle de mort. Ces gens-là, ils ne reviendront plus jamais à la vie. Des gens qui sont partis pour voir peut-être des gens de leur famille. Des gens qui sont peut-être partis pour se marier. Des femmes enceintes, des bébés. Ça, on ne le précise pas, ça. Mais vous imaginez? Dites-moi aujourd'hui, vous qui êtes journaliste, je sais pas, je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire plus que ça? Le pays a été touché. C'est nos compatriotes. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos mamans. Donc si à partir du moment où on n'a pas ce de conscience, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour nous. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire à vous, à nous tous Sénégalais aujourd'hui qu'on est, faisons en sorte que ces gens-là ne soient pas morts pour rien. C'est 39 vies. Ouais. On est tous responsables. Exactement. Arrêtons de dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. On est tous responsables. À chacun maintenant de regarder devant sa porte avant de regarder devant la porte des autres. Vous avez parlé de mort. Nous allons ensemble analyser ce qui nous permettra de faire une transition dans la deuxième partie pour arriver à l'excellence. Je vais emprunter même vos mots dans une émission télévisée. Pour arriver à l'excellence, il faut s'inculquer d'une exigence, ce qui a été votre credo. 22 points de mesure sont sortis du Conseil interministériel sur les accidents de la route, qui sont aujourd'hui une exigence face à cette situation de catastrophe. Le gouvernement, par son Premier ministre, Amadou Ba, décide de passer à l'action d'ici 72 heures. Quelle analyse faites-vous de ces décisions? Sans manquer de respect à qui que ce soit, sans manquer de respect à l'État, parce que je suis quand même, on fait partie des acteurs du transport. Pour moi, c'est la poudre aux yeux. On ne peut pas faire une réforme en 24 heures. Je sais que le Sénégalais a pour des fois... Vous voulez dire que ces réformes sont circonstancielles seulement? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire une réforme en 72 heures, en 48 heures, sur des faits qui sont là depuis 30 ans, depuis 40 ans. Je sais que le Sénégalais, des fois, se prend pour Harry Potter, mais on peut pas régler un problème de transport en 72 heures, ça n'existe pas. Sans manquer de respect également, sachez que ces 22 points que vous avez dit ont déjà été là depuis longtemps. Exactement. Si vous regardez vos archives, ces 22 points étaient là depuis longtemps. Pourquoi ressortir aujourd'hui? Et ce que je veux préciser également, c'est qui a été concerté. Parce que ce que l'État doit savoir aussi, et je le répète souvent, on est tous liés. L'État, les transporteurs et les consommateurs. Mais quand même, il y a eu de très bonnes routes, hein. Parce que si je prends l'exemple de l'accident de circulation qui est survenu sur la route de Kaffrine, la route est une route en très bon état. Effectivement, c'est pour ça que l'État ne pointe pas du doigt donc c'est ce que sur je dis. cet aspect. Donc si l'État fait quelque chose de bien derrière, c'est soit le consommateur ou soit le transporteur. Et qui respecte même d'ailleurs les règles de l'espace CEDEAO. C'est pour ça que je vous dis qu'on est liés par un cordon tous les trois, quoi qu'il arrive. L'État peut faire un bon travail. Regardez l'État, ils ont fait des autoroutes à péage. Pourtant, vous voyez des consommateurs qui prennent la bande d'arrêt d'urgence. Vous imaginez? Il y a un accident. Comment les pompiers peuvent avoir accès aux gens? On le vit tous les jours. Les péages, sous prétexte que monsieur va arriver plus vite que chez lui, comme si lui, il avait qu'une seule, comme s'il n'y avait que lui qui avait une famille. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Donc, c'est de l'indiscipline pure et dure. Donc, comme je vous dis, on est tous liés les uns des autres. Après, par rapport aux réformes, je pense que, sans cracher sur la soupe, il y a des réformes effectivement qui sont bonnes. Notamment, interdire tout de suite, immédiatement, les véhicules qui ne sont pas homologués ou modifiés, les véhicules qu'on les surcharge, ça oui. Mais il y a d'autres réformes où je pense qu'il fallait tous s'asseoir autour d'une table. Exemple, je vais en donner un parce que ça nous concerne. Parce que nous, sans nous jeter dans la pierre avec la modestie, en toute modestie, on remplit les autres critères. Mais un critère qui nous pénalise, qui pénalise nos clients et qui pénalise même l'État, c'est les horaires de 22h à 5h du matin. Qui est problématique. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut savoir qu'on dessert une ville qui est super loin, qui est Tambacounda par exemple. Il y a 400 km. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent directement à Dakar, qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas de checkpoint, de points où ils peuvent se rallier. Donc vous dites quoi ces gens-là? Toute la journée, ils sont obligés de dormir à Dakar. La vie, comme elle est chère ici. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous dites que c'est de 22h à 5h. Ce qui veut dire que tous les transporteurs vont converger tous à la même heure sur la même route. À nous la prudence là-dedans. Donc mathématiquement, ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. Après, en fait, c'est à saluer certes, mais là où je suis... Surtout les véhicules qui transportent des oui, mais en fait, concernant le transport interurbain. En fait, moi, la limitation de la vitesse à 90 km. Effectivement, mais Ce sont de très bonnes mesures. En fait, sans manquer de respect, mais moi, c'est un truc qui me gêne en fait. Ce qui me gêne, c'est qu'en fait, ça va être normal. En fait, là, on parle comme si c'était une révolution. Une limitation de vitesse, c'est le code de la route, tout simplement. C'est ce que... Donc, tout à l'heure, je vous disais quoi? L'État a son problème, les transporteurs, et là, maintenant, on parle de qui? Qu'est-ce qui ne respecte pas la limitation de vitesse? C'est les citoyens. C'est le consommateur. Donc, voilà pourquoi je vous dis qu'on est tous liés. Là, je vous dis, aujourd'hui, moi, je suis un peu blessé, enfin, je suis un peu choqué quand vous me dites une réforme de limitation de vitesse. C'est pour ça que je vous dis qu'au Sénégal, j'ai l'impression que le Sénégal, c'est les problèmes dans le problème pour oublier le problème. Parce que regardez, là, vous parlez tout de suite d'amendes, de faire payer. Qui est-ce qui met les amendes? C'est les policiers. Qu'on accuse de quoi? Je parle de ce qui se dit en général. De soudoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces gens-là, ils font ça pourquoi? S'ils le font, bien évidemment, hein, je dis ce que les gens disent, hein, mais s'ils le font, c'est dû à quoi? C'est dû au salaire. Ça peut être un moyen dissuasif, hein, d'accord, faire payer tous les contrevenants. D'accord, mais le problème, c'est que celui qui fait payer le contrevenant, si lui-même vous le payez derrière, c'est un coup d'épée dans l'eau encore une fois. Parce que c'est quoi encore? Eux vont dire quoi? C'est encore un problème de salaire. Donc en fait, on tourne en rond en fait. Donc il faut attaquer par la racine. La racine, c'est quoi? Je vous le dis honnêtement, c'est changer les mœurs, changer les mentalités et sanctionner. Je pense qu'avec ça, si ça ne passe pas, malheureusement, ça sera juste un exemple parmi tant d'autres. Bah, tout à l'heure, vous avez résumé, hein, on est là depuis 6 ans. Vous me dites tout à l'heure qu'on est là à amener une faille par rapport au transport. C'est à la fois une fierté, mais c'est aussi... j'ai une amertume. Parce que normalement, dans tous les pays qu'on fait, hein, vous allez même au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'est une norme en fait. Donc pourquoi au Sénégal, le fait d'être discipliné, le fait de mettre la ceinture, le fait d'être organisé, c'est comme si c'était différent des autres. Ça ne devrait pas arriver normalement. On doit tous avoir la même rigueur, la même mentalité. Après, Salam, on n'est pas là pour fidéliser les clients. Je pense que les clients se fidélisent eux-mêmes parce qu'on ne peut pas fidéliser un client s'il n'est pas satisfait. On a amené un changement, on a amené un confort, on a amené une sécurité, mais on a amené quelque chose que certains n'ont pas aussi, c'est la passion. C'est l'envie. C'est l'amour de ce qu'on fait. Aujourd'hui, Salam Transport, notre fierté, par exemple, c'est les clients que vous voyez aujourd'hui. Des gens qui vous disent merci. Des gens qui disent que vous êtes les meilleurs. Des gens qui disent qu'il y a la sécurité. Je pense que quand vous entendez ça, c'est que vous avez fait du bon boulot. Et comme je dis souvent et je me répète souvent, on a amené Salam, c'est pas pour prendre, c'est pour apporter. Et je pense que n'importe qui, quand il apporte quelque chose à quelqu'un, en général, il y a toujours du succès et du résultat et de la positivité dans ce qu'il fait, tout le temps. Qu'est-ce que Salam apporte en termes de la formation du personnel? Nous savons que la formation, parce qu'on a beaucoup évoqué concernant les problématiques qu'on a soulevées sur la recrudescence des accidents, formation
des conducteurs qui ne maîtrisent pas le code de la route, qui paraît parfois bénin? Effectivement, c'est une très bonne question. Après, bon, je parle pour nous, Salam Transport, hein, parce que voilà, le problème, c'est le côté humain, le facteur humain, l'approche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comme je le dis, il y a des mœurs et des mentalités. Tous nos chauffeurs ici, ils ont grandi dans le même bain. Mais il a fallu les approcher, les comprendre, les étudier, les sensibiliser. Et de fil en aiguille, on commence à leur prendre compte qu'ils sont responsables, qu'il y a des vies entre leurs mains, que rien ne sert de se presser, que vous êtes dans de bonnes conditions, vous êtes dans la climatisation. On ne vous demande rien du tout, juste d'amener un client à un point A à un point B. Ça a été dur, hein. Alors, je ne vais pas dire Salam Transport, on est des magiciens, on se prend pour... Non, non, non. Ça a été dur, mais de fil en aiguille avec le temps, on a réussi à sensibiliser nos salariés, que je remercie, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout évident, mais ils ont réussi à s'adapter à notre mentalité, à notre philosophie, et vraiment à être calme, à rouler dans de bonnes conditions, et surtout dégager une zone positive. Parce qu'un salarié qui est à l'aise, c'est un tout. Donc on a essayé également de les mettre dans de très bonnes conditions. Au niveau du travail, vous pouvez le voir tout à l'heure, dans de très bonnes conditions. Donc n'importe quel entrepreneur qu'on est, ou bailleur comme on aime bien nous appeler. Vous glorifiez de votre... de ce parc automobile. On a vu qu'il y a des véhicules flambant neufs. Et on en a évoqué également sur les mesures, la vétusté des véhicules. Est-ce que cela peut freiner vraiment toutes ces mesures qu'on a longtemps prises? Bon, après moi, je ne vais pas m'inventer ou quoi que ce soit. Parce que il y a la prédominance quand même des véhicules vétustes. Oui, voilà, après le problème, c'est que c'est vrai que c'est beau de dire... Le confort, la sécurité. Non, c'est beau de dire ramener des nouveaux bus. On veut des bus neufs. On en a Mais même évoqué dans les mesures. Voilà, mais c'est les conditions. L'importation. Voilà, c'est les conditions. C'est très difficile. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça va être très long, c'est compliqué. Mais je vous dis, pour ramener un bus au Sénégal, c'est pas évident. Moi, quand je vois des exemples comme le Rwanda, qui ouvre toutes les brèches à tous les investisseurs et qui ont rentré 1 milliard d'euros l'année dernière, c'est ça le patriotisme. Et c'est ça l'ouverture à la diaspora. Mais aujourd'hui, quand vous ramenez un bus... Donc vous voulez dire que ça peut plomber le secteur? Ça peut plomber. Moi, je vous l'ai dit, si on n'avait pas une détermination et la bénédiction de Dieu, depuis longtemps, on serait tombé. C'est très difficile. Et l'État aussi, par exemple, dans les mesures, il faut revoir ça. Pourquoi les Sénégalais ne ramènent pas des bus neufs? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des bus qui ont été déjà amortis de l'autre côté. Voilà, mais... Venir ici faire 10 ans, ouais, mais est-ce que... 20 ans sur... Voilà, mais est-ce que vous savez, par exemple, je donne un exemple à l'État, il devrait se pencher dessus, qu'un bus neuf... Qu'est-ce que l'État peut faire? Non, mais je vous donne un exemple. Moi, je posais une question à l'État. Comment se fait-il qu'un bus neuf, c'est plus cher à dédouaner qu'un bus occasion? Expliquez-moi. Un bus là que vous voyez là, 0 km, est plus cher à dédouaner qu'un bus qui a 20 ans qu'on ramène ici. Qu'est-ce que l'État peut me répondre à ça? Donc, moi, un transporteur de lambda, je vais me dire pourquoi je vais ramener un bus neuf payer plus cher si je peux ramener un bus occasion pour payer moins cher. Et c'est ça qui ramène à ça, qui ramène à ça, qui ramène à ça. Tout simplement. Je pense que c'est beaucoup plus profond. Et je pense que vous en savez quelque chose. Vous avez étudié, vous avez fait la fac, vous avez fait Charanta Diop, vous avez fait les écoles. C'est très dur. Malheureusement, au Sénégal, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est soit on est là-haut, soit on est en bas. Quand le gars il habite à Keur-Massar et qu'il met 7 heures pour arriver à l'université, comment on veut que cette personne-là soit compétitif? Quand vous voyez que l'autre qui habite aux Almadies, il est dans de bonnes conditions, et l'autre il habite à Tcharoy, et qu'il a des coupures de courant, comment on veut être compétitif? Donc en fait, je ne vais pas refaire le monde ni refaire le Sénégal. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça commence dès le bas âge. Vous savez, quand vous grandissez dans certaines conditions, vous avez des réflexes. Vous avez comme une sorte de protection. Comment je peux décrire ça? C'est comme si vous grandissez déjà avec pas un traumatisme, mais à la dure. C'est pas pareil. Quelqu'un, par exemple, qui vit en Europe et qui vit ici, c'est pas la même mentalité. On ne commence pas la vie de la même manière. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas éduqué ou quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et malheureusement, cette base qu'on a eue depuis tout petit, cette souffrance, en grandissant, malheureusement, ça se déteint sur certaines personnes. Bien évidemment, tous les Sénégalais ne sont pas comme ça. Machallah, avec l'aide de Dieu, il y en a avec l'éducation, avec les principes, ils arrivent à s'en sortir. Vous êtes là, vous travaillez, parce que c'est une passion. Vous aimez ce que vous faites. Voilà. Mais il y a d'autres personnes, ils prennent le bateau. D'autres personnes sont dans la délinquance. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, on souffre.
On souffre tellement que changer les mœurs, c'est compliqué. Parce que quand vous avez connu la galère, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui met 2 heures de queue pour prendre sa bourse de 20 000 francs? Qu'est-ce que vous allez lui dire à lui demain quand il va dans le ministère? Quelqu'un qui va à la cantine, il met 2 heures pour prendre un plat. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne-là pour être compétitif dans le facteur humain au Sénégal? C'est pas possible. On part déjà d'un handicap. Et quand vous regardez bien, 90% des gens qui sont là, c'est les enfants qu'on fait à l'étranger. Ils prennent leurs enfants, ils les ramènent à l'étranger. Et c'est eux que vous voyez dans les postes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc malheureusement, c'est comme ça. Ici, au Sénégal, c'est 2 poids, 2 mesures. Donc après, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est très profond. Mais aujourd'hui, moi, d'autres personnes, les gens de diaspora, on a une mission. On a une mission. C'est de venir au Sénégal, de transmettre notre savoir, de ramener notre philosophie, de ramener notre mentalité, mixter bien sûr avec la mentalité sénégalaise. Il ne faut pas croire que les Sénégalais sont bêtes. Tout ça. Non, il faut mixter les deux. Des fois, ça peut faire une bonne fusion et de développer le pays comme nous, on essaie de le faire à notre modeste personne. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Prenez l'inclusion. Aujourd'hui, si vous devez partager votre expérience avec ces mesures que l'État est en train de prendre pour au moins essayer de diminuer ces accidents, même si ce sera une tâche non aisée. Aujourd'hui, quel est le secret de Salam pour, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour l'inclusion, parce que l'inclusion, ce sera un facteur de développement de... Salam, il n'y a pas de secret. Je vous le dis, hein, c'est vrai que certains vont penser que Salam a des marabouts, Salam a un don divin, il n'y a rien. J'ai pas de gris-gris, hein, vous pouvez vérifier, il n'y a rien sur moi. Mais au-delà de ça, la première chose d'abord, c'est la bénédiction. Je pense que c'est la base de tout. On peut être qui on veut. Si on n'a pas la bénédiction, on n'a rien. Ça, c'est d'abord le noyau. La deuxième chose, c'est aimer ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est là. Vous pouvez le marquer dans nos tarifs. Juste le fait de ramener un bus neuf au Sénégal, c'est qu'on respecte les Sénégalais. Parce que j'aurais pu ramener des bus deuxième main, mais on ne l'a pas fait. Parce qu'on se dit que le Sénégalais a le droit de voyager dans le même confort que les Européens. C'est une marque de respect pour le pays. Et la deuxième chose, et je pense que ça va résumer tout, aime pour toi ce que tu aimes pour ton prochain. Je pense qu'à partir du moment où on a cette philosophie-là, on arrive à avoir le secret. Il n'y a rien de particulier. C'est de l'amour, de la passion, de la détermination, du sérieux et de la rigueur. Si on a ça, à part Dieu qui est là-haut, le divin, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous freiner. Voilà, pour moi, c'est ça les secrets. Après, maintenant, chacun l'interpréter comme il le veut. Mais pour moi, c'est ça les bases. Le noyau, la baraka, la discipline, la rigueur et l'amour de ce qu'on fait, la passion. Voilà, c'est tout. Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise, Salam Transport. Merci à vous, merci à M7 TV. J'espère que cette émission traversera les frontières, impactera les gens au plus profond d'eux, parce que c'est le but de cette émission-là, c'est vraiment que c'est un cas grave. J'ai pas l'habitude de m'étaler sur ça parce que ça me fait mal. Aujourd'hui, je pense que c'est la phobie de tout transporteur. C'est ce qui est arrivé ici. Et j'espère vraiment que ça va impacter les Sénégalais, ça va impacter les gens de la diaspora, ça va impacter l'humain, ça va impacter nos mœurs, ça va impacter nos mentalités. Et comme je le répète tout le temps, s'il vous plaît, faisons en sorte que ces 39 personnes ne soient pas mortes pour rien. Merci à vous. Le fondateur de Salam Transport était notre invité de la rédaction. Nous parlions de cet accident tragique qui est survenu dans le village de Sikilo, dans le département de Kaolack, faisant état de 39 morts. Et nous évoquions également dans cette rubrique de la rédaction les 22 points de mesure d'urgence prises au Conseil interministériel hier à Diamniadio pour lutter contre les accidents de la route et enfin parler de Salam Service et sa politique sécuritaire au niveau formation, confort, dans ce qu'il propose la population. C'était tout pour aujourd'hui. Merci. Très prochainement, je vous retrouve sur un autre numéro d'invité de la rédaction. Merci.